Soundpower pour décrypter en musique notre société. Un mardi soir par mois à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris. 93.9 FM et en DAB+. Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Monard et Émile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère? Bonsoir chers auditeuristes, bienvenue dans ce 4e épisode de Soundpower, votre émission mensuelle musicale et de société sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui nous parlons de l'espace, ce monde des étoiles qui inspire les musiciennes et musiciens dans leur création. Au programme ce soir, en première partie d'émission, nous partons donc pour un voyage intergalactique musical. En deuxième partie, pour l'interview, nous aurons avec nous à distance Hervé Doll, astrophysicien qui nous parlera de la relation entre musique et science. En studio avec moi, nous accueillerons également Grégoire Blanc, musicien de Thérémine. Il nous racontera le lien de cet instrument avec l'espace et nous présentera son prochain concert au musée de la musique de la Philharmonie, Musique des étoiles, qui se tiendra le 1er février 2026. L'espace est une métaphore très présente dans la musique. On chante l'amour avec le single de Frank Sinatra « Fly Me to the Moon » ou bien la solitude dans le vide intergalactique avec Rocketman d'Elton John. Les musiques de films de science-fiction deviennent un genre à part entière qui sonorise les dernières technologies par des thèmes à la fois conquérants et mystérieux. Car les musiques rendent compte de notre imaginaire sur l'espace. Nous sommes, y compris les artistes, attirés par l'inconnu qui devient l'objet de notre conquête. On commence donc cette playlist par l'iconique Space Oddity de David Bowie, sorti le 11 juillet 1969, soit 10 jours avant les premiers pas humains sur la Lune. La chanson devient un tube lorsque la BBC la reprend pour un générique sur l'émission de l'Apollo 11. David Bowie compose cette chanson après une séance de cinéma où il était totalement défoncé face au film de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais Space Oddity évoque davantage les angoisses de la vie d'artiste. Le thème spatial suit la carrière de David Bowie grâce au personnage extraterrestre de Ziggy Stardust. Il se travestit et casse les codes genrés des années 70. On écoute Space Oddity de David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today, for here am I sitting in a tin can, far
Though I'm past 100,000 miles, I'm feeling very scared. And I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I floating on my tin can? Far above the moon. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. C'était Brief de Pink Floyd. Le groupe anglais improvise en direct à la BBC le morceau Moonhead pendant l'alunissage de la navette spatiale d'Apollo 11. Dans le titre Brief, la lap steel guitar de David Gilmour rend le son planant comme une impression d'envol.
Pink Floyd, à l'origine du space rock, initie un genre qui recherche dans un ailleurs fantasmé une échappatoire aux horreurs de la vie terrestre. Sound Power, un mardi soir par mois à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris, 93.9 FM et en DAB+. Sunrise, love everlasting reaches out to a lover like me again. Sunrise and love, love, love everlasting. Sunrise, love in its splendor speaks to me in metaphysical harmony. Love in its majesty, ever upward to delight in the mystery. Sunrise and love, 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 everlasting. Sunrise, love for everybody. Sunrise in outer space, love for every face. Sunrise in outer space, love for everybody. Sunrise in outer space, love for everybody. Sunrise in outer space, love for everybody. C'était Love in Outer Space de Sun Ra. Dans les années 60, la communauté afro-américaine se sent étrangère dans un pays où elle est aliénée et violentée. Le cosmos devient alors un imaginaire d'émancipation pour la communauté noire. C'est la naissance de l'afrofuturisme. Le pianiste de jazz Sun Ra est le pionnier de ce mouvement. Sun Ra veut dire soleil. Le pianiste est né sur Vénus et envoyé sur Terre par le créateur de l'univers en l'an 1055 pour sauver le peuple noir de la ségrégation, la guerre froide, la bombe atomique. Le film de 1976, Space is the Place, met en scène Sun Ra qui signe sa BO avec son orchestre Orchestra.
Les héritiers et héritières de Sun Ra sont nombreux. Janelle Monáe, Kamasi Washington, Nicole Mitchell, Ibaku et tant d'autres. Mais il y a aussi Michelle Ngecello avec son morceau Virgo qu'on va écouter. Elle dit vouloir, à son tour, avec ce morceau céleste, créer de nouveaux mythes sur ses ancêtres africains qui se sont évadés des navires négriers. They found peace in the ocean. They got my way. They found peace in the ocean. Now they got my way. Got my way. They're calling me back to the stars. Deep outer space. They're calling me back to the stars. Deep outer space. Peace with the pain. Peace with the pain. Let it know. Wait for love to show her face. Let it know. I wait for love to show her face. Wait for love to show her face. Let it know. Wait for love to show her face. Traveling way too far, too often. Thinking myself away. Envisioning days in the celeste. Milky moon, mother. Hanging to last. This fuel. I arrive with pockets full of rage and talent. Dealing with everything. Jumping through Saturn's hoops, revealing the birth I gave to a supernova. Super steady, I go any and everywhere. Dots on my map create impressions, pictures of the life we all came from. That's me, that's free, that's it, that's love, that's a star. That's birth I gave, give. They're calling me back to the stars. Deep outer space. They're calling me back to the stars. Deep outer space. Take my hand, come closer. Take my hand, come closer, closer. The warmth of your embrace I long for. They're calling me back to the stars. Deep outer space.
Sound Power, un mardi soir par mois à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris, 93.9 FM et en DAB+. Nous quittons l'afrofuturisme pour la French Touch. La musique vaporeuse du groupe R nous transporte au fin fond de l'univers. Pour créer ce son cosmique, le groupe versaillais compose notamment avec des synthés vintage, des synthés qui, pour la plupart d'entre eux, tiennent leur nom ou leur esthétique de l'espace. On clôture donc cette première partie avec Seven Stars du groupe R. Ce morceau est tiré de l'album Le Voyage de la Lune, produit à l'occasion de la ressortie en salle du film de Georges Méliès en version couleur datant de 1902. On écoute Seven Stars de R. Twenty seconds in counting. 15 seconds. 12. 11. 10. Ignition sequence starts. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Sound Power, l'entrevue du soir.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et pour notre interview, nous recevons aujourd'hui à distance Hervé Doll. Bonsoir. Ah, il ne nous entend pas, mais ça va venir bientôt. Alors, en attendant de retrouver Hervé Doll, nous avons aussi avec nous Grégoire Blanc. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Maya. Vous êtes musicien de Térémine et vous participez au concert Les Musiques des Étoiles qui se tiendra le 1er février 2026 au Musée de la musique de la Philharmonie et vous nous raconterez l'histoire de votre instrument et le programme prévu à ce concert. Est-ce que Hervé Doll, vous nous entendez cette fois-ci ? Je vous entends depuis tout à l'heure, mais j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Voilà, bonsoir. Bonsoir Hervé. Vous êtes astrophysicien, vous étudiez la formation et l'évolution des grandes structures telles que les amas et les galaxies, et vous allez nous parler du lien historique qui existe entre la musique et la science. Alors Hervé Doll, nous l'avons vu, les musiciens et musiciennes sont très inspirés par l'espace, alors que paradoxalement, dans l'univers, il n'y a aucun son qui peut se propager. Et un des plus anciens liens entre cosmos et musique, c'est la musique des sphères. Et donc Hervé Doll, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est cette musique des sphères ? Cette musique des sphères, alors effectivement, merci pour votre programmation et pour rappeler qu'effectivement, dans l'univers, personne ne nous entend crier parce que le son ne se propage pas. La musique des sphères date plutôt du Moyen-Âge ou de la Renaissance, alors je ne suis pas complètement spécialiste, mais il y avait cette idée chez nos anciens que tout ce qui vibre émet du son. C'est vrai sur Terre parce qu'il y a de l'air qui permet de propager le son. Et quand les anciens voyaient, c'est à l'époque de Kepler typiquement, XVIIe siècle, quand les anciens voyaient des planètes géantes se mouvoir autour du Soleil, comme Jupiter ou Saturne, qu'on connaissait très bien depuis l'Antiquité, ils se sont dit des planètes énormes qui traversent l'espace à des vitesses folles, même si ça met longtemps à tourner autour du Soleil, c'est des vitesses folles. Il se disait, ça doit faire bouger quelque chose et ça doit bien faire vibrer l'espace-temps. Alors, on ne parlait pas comme ça à l'époque, mais... Et donc, ils se sont dit, les sphères qui tournent dans le système solaire devraient bien générer des vibrations, d'où cette idée de musique des sphères, alors avec des octaves, etc. Mais cette idée de musique mathématique, astronomie et sciences date en fait de l'Antiquité, des Grecs, puis des Romains, où les Grecs ont imaginé que l'arithmétique et la géométrie trouvaient leur application dans respectivement la musique et l'astronomie. L'astronomie, c'était l'application de la géométrie avec les constellations, les lignes entre les étoiles, etc. Et l'arithmétique, c'était l'application... la musique, c'était l'application directe de l'arithmétique avec les gammes, les octaves, les tierces, etc. Donc, il y a un lien très, très ancien, effectivement. Oui, il y a Pythagore qui a fait ce lien que vous dites entre les gammes musicales et les planètes. Complètement, avec alors il y a des anciens qui ont attribué alors des numéros ou des notes ou des vibrations à chaque planète selon ses envies et ses conceptions, ce qui a donné lieu à une imagination fertile, à des créations, et tant mieux. Après, voilà, aujourd'hui on a une vision un petit peu plus nuancée de ça, mais tout comme les jours de la semaine sont inspirés du nom des planètes. Enfin voilà, il y a toute une histoire et une inspiration croisée qui traduit la curiosité des humains face au monde, et cette curiosité peut être artistique ou scientifique, et on s'en réjouit aujourd'hui. Alors je l'ai dit, il n'y a aucun son dans l'univers, pourtant il existe bien une musique des étoiles qui est inaudible donc, mais qui est retranscrite par la science de l'astérosismologie. Est-ce que Hervé Doll, vous pouvez nous expliquer cette science ? Bien entendu, on a évoqué qu'un son sur Terre procède d'une vibration de quelque chose et qui se propage dans l'air. Dans l'univers, l'univers est vide de matière, donc il n'y a que la lumière ou les ondes gravitationnelles ou les particules qui voyagent, mais il n'y a pas de vibration sonore. En revanche, il y a plein d'astres qui vibrent. Les planètes vibrent. Sur Terre, il y a des tremblements de terre, donc la Terre vibre. Elle pourrait émettre des sons si on pouvait les entendre à distance. Les planètes géantes, Jupiter, Saturne vibrent. Les étoiles vibrent. Je vais y revenir dans un instant.
Et même l'univers, au tout début, juste après le Big Bang, vibrait intensément à plein de fréquences différentes. Et ces fréquences différentes de vibrations, on les observe aujourd'hui avec nos satellites d'observation scientifique, hein, pas pour le commerce voilà, des technofascistes. On les observe sur cette lumière du Big Bang à travers la lumière. Et donc les étoiles, elles vibrent parce que ça bouillonne à l'intérieur. Hein, je vous la fais courte et simple. Ça bouillonne à l'intérieur et ce bouillonnement se retrouve à la surface sous forme de vibration. Et comme la lumière est couplée à la matière pour des raisons voilà, physiques, hein, de plasma, je pourrais y revenir si vous voulez, mais c'est peut-être pas l'heure ni l'endroit, ces vibrations qui viennent de l'intérieur des étoiles qui se retrouvent à la surface se retrouvent encodées dans la lumière. Et donc nous, on observe à distance la lumière des étoiles et on voit comme des crépitements de lumière, on voit des séries cohérentes de lumière, hein. C'est pas un bouillonnement incohérent. Et on pourrait retranscrire ces vibrations qui passent par la lumière en son, parce qu'en fait, à l'origine, c'est effectivement ce qu'on appelle des ondes acoustiques au cœur des étoiles. Donc l'astérosismologie, c'est-à-dire la sismologie des étoiles, mais on a aussi la sismologie terrestre ou des planètes géantes, nous permet de sonder en fait l'intérieur des étoiles ou des planètes sans avoir à s'y poser, parce qu'en fait, on peut pas trop vraiment se poser sur les étoiles. D'abord, elles sont trop loin, ensuite, elles sont trop chaudes. Mais l'astérosismologie est absolument incroyablement efficace pour finalement voir et entendre les étoiles vibrer juste par la lumière. Et chaque étoile a sa propre petite musique, on pourrait dire ça, et ça permet de voir sa taille, sa masse, son âge. Et vous l'avez dit, vous étudiez aussi les vibrations du Big Bang. Et qu'est-ce que ça nous apprend, ces vibrations du Big Bang ? Alors exactement, chaque étoile a sa caractéristique, hein, un peu comme chaque cloche d'église ou chaque instrument de musique, hein, c'est pareil, hein, on appelle ça une cavité résonante. Donc en fait, chaque cavité résonante a sa signature sonore. Et ben chaque étoile étant différente, même si certaines classes se ressemblent, a sa propre signature. Et puis, comme vous l'évoquez, on peut retrouver sa masse, les différentes couches à l'intérieur, et puis en partie sa composition, pas complètement, mais ça nous aide à mieux comprendre l'intérieur des étoiles, mais également aussi la présence d'exoplanètes autour de ces étoiles. C'est un autre sujet, mais qui est lié, parce que du coup, si on comprend bien l'étoile, on peut détecter d'autres aspects de lumineux qui correspondent aux exoplanètes, qui est un grand sujet pour découvrir s'il y a d'autres planètes dans l'univers. Et il se trouve qu'on en connaît au moins 6000 aujourd'hui autour des étoiles. Et alors, pour répondre à votre deuxième question, effectivement, j'étudie avec plein d'autres collègues le fond cosmologique, cette première lueur du Big Bang qu'on observe aujourd'hui, qui a été relâchée dans l'univers 380 000 ans après le Big Bang. Aujourd'hui, l'univers a 13,79 milliards d'années, plus ou moins 2%. On l'a mesuré avec le satellite européen Planck notamment. Et ces vibrations, un peu comme des bulles de savon qui vibrent, ou une étoile qui vibre, ou une cloche qui vibre, la vibration nous donne plein d'informations sur qu'est-ce qui vibre. Et ces ondes acoustiques qui se propageaient au tout début de l'univers nous renseignent sur rien de moins que la composition de l'univers juste après le Big Bang, son âge, et puis la géométrie qui a lieu dans l'univers. Donc en fait, on est dans une géométrie normale, hein, géométrie euclidienne, et c'est grâce à ces vibrations au début de l'univers qu'on sait qu'il y a une présence de matière mystérieuse qu'on appelle la matière noire, qui est à peu près partout. On ne sait pas trop ce que c'est, mais on est certain qu'elle est là, parce que, et j'en finis, qui dit vibration dit aller et retour, hein, ça s'étire et ça se recompresse, ça s'étire, ça se compresse. On sait pourquoi ça s'étire, parce que c'est la lumière qui provoque la pression de radiation qui provoque cette vibration dans l'univers primordial. Et puis ça s'attire parce qu'il y a de la gravité. On s'est rendu compte que ça s'attirait beaucoup plus que prévu, plus que la matière ordinaire qui nous entoure. Et donc pour expliquer ça, il faut invoquer la présence d'une mystérieuse matière noire. Mais quand on met tout ça ensemble, ça marche très bien. Et heureusement qu'il reste quelques mystères dans l'univers. Mais donc pour synthétiser, on arrive à voir finalement la carte d'identité de l'univers grâce à ces vibrations primordiales qu'on voit dans le fond cosmologique ou le rayonnement fossile de l'univers et donc de ces vibrations. Repassons du côté des musiciens. Un des autres musiciens inspirés par l'espace, c'est Gustav Holst et Grégoire Blanc. Dans votre prochain concert, vous reprenez des extraits d'une de ses œuvres, qui est un poème symphonique intitulé Les planètes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette œuvre et comment Gustav Holst représente en musique l'espace ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les planètes de Holst, donc composition absolument emblématique, qui avait fait scandale d'ailleurs en 1914, puisque dans sa structure, donc voilà, un poème symphonique en plusieurs mouvements, quelque chose d'assez innovant. C'était pas vraiment une symphonie, c'était assez atypique dans l'orchestration, et ça a d'ailleurs énormément inspiré John Williams pour Star Wars, par exemple. Quand on écoute Les Planètes, 1914, on entend vraiment de la grande musique de film hollywoodienne, alors que c'était pas du tout l'époque. Ouais. Donc Gustav Holst, oui, vraiment compositeur de génie. Mais c'était pas les planètes en tant qu'objet scientifique qui l'intéressaient et qui l'ont inspiré dans sa composition, c'était plus les planètes astrologiques. Ouais. Donc tous les titres des mouvements, Mars, The Bringer of War, enfin voilà, c'est plus lié aux divinités antiques et voilà, donc je pense qu'il a retranscrit, oui, il a donné un tempérament à ces planètes astrologiques. Mais après, je pense que ça a été déformé. Enfin, on est, je pense, en tant que musiciens, tous très contents de faire l'amalgame et de s'imaginer des planètes cosmiques. Parce que l'espace, ça fait quand même rêver et ça parle. Oui, voilà, on peut s'imaginer vraiment plein de choses. Oui, chaque planète a son humeur, on va dire. Exactement, pourquoi pas. Eh bien, comme on parle de Gustav Holst, on va écouter un extrait tout de suite d'un de ses mouvements. On écoute Mercure de Gustav Holst. C'était Mercure de Gustav Holst. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris en présence de Hervé Doll et Grégoire Blanc. Alors Grégoire Blanc, pour votre prochain concert, La musique des étoiles au musée de la musique de la Philharmonie de Paris, vous reprenez des extraits des planètes, mais avec le thérémine. Et est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer l'histoire de cet instrument ?
L'histoire du thérémine. Alors, comment faire ça brièvement? Parce que c'est absolument fascinant, l'histoire du thérémine, et en particulier de Léon Thérémine, son inventeur. C'est finalement un peu l'histoire de tout le XXe siècle. Léon Thérémine était russe. Il travaillait en tant que chercheur dans un laboratoire à Saint-Pétersbourg. Il travaillait sur notamment un détecteur de gaz à l'issue de la Première Guerre mondiale. Son appareil était visiblement pas encore tout à fait au point. C'était un appareil capacitif et quand il s'en approchait, en fait, il perturbait fortement sa mesure. Et musicien amateur qu'il était, violoncelliste, il s'est tout de suite dit que ça pourrait être amusant d'essayer de contrôler en fait un timbre sonore à partir de cette perturbation physique à distance. Et donc le thérémine est né comme ça dans les années 20. Et il y a tout de suite eu un immense succès d'estime pour son invention. Donc d'abord il n'y avait qu'une seule antenne pour contrôler la hauteur de la note. Alors oui, je sais pas, c'est pas évident de décrire ça. Oui, Sans juste le montrer, sans mais montrer, sans image. le thérémine en clair, donc l'instrument se compose de 2 antennes. À gauche, on contrôle le volume. Plus j'éloigne ma main de l'antenne, plus le son va être fort. Et du côté droit, on a une antenne verticale qui contrôle la hauteur. Plus j'approche ma main, plus le son va être aigu. Tout ça sans contact et sans aucun retour haptique. Enfin bref. Et donc Léon Thérémine, il a commencé par l'antenne de pitch, de hauteur de la note. Puis il a ajouté la seconde pour en faire un instrument de musique complet. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les instruments modernes d'aujourd'hui n'ont pas tellement évolué. Enfin, technologiquement, si. Ce qu'il y a derrière les circuits électroniques en eux-mêmes, oui. Mais la forme de l'instrument est restée vraiment la même que celle des années 20. Et donc voilà, donc il a eu un grand succès déjà au sein de son laboratoire, et puis il a été amené à présenter son instrument à Lénine, qui l'a fortement encouragé à aller présenter le génie scientifique de l'Union soviétique naissante. Donc il est parti d'abord faire un tour de ce côté-là, puis en Europe, et puis aux États-Unis. Il est resté à New York pendant un moment, et c'est là que en fait, le thérémine a vraiment pris. On le retrouve après dans toutes les musiques de films des années 40-50 grâce à un musicien qui s'appelait Samuel Hoffman. Oui, on va en en parlera parler. plus tard. Non, mais on va en parler tout de suite où l'instrument du thérémine, le lien entre cet instrument et l'univers, il est très rapide et encore aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez justement nous dire Pourquoi oui. Pourquoi, oui, et puis dans quelle musique il a été joué Oui, alors déjà le thérémine, c'est un instrument, c'est un alien. Enfin, je veux dire, dans l'histoire de la musique, il n'y a pas d'équivalent, un instrument qu'on ne touche pas, électronique. Mais pour autant, c'est un instrument électronique, mais c'est très loin de ce qu'on peut imaginer d'un synthétiseur, parce que c'est vraiment expressif, et la manière de jouer du thérémine, c'est franchement beaucoup plus proche de jouer du violon que de jouer du synthétiseur, justement. Donc c'est un instrument hybride, étrange, qu'on a du mal à saisir. Et évidemment, quelque chose qu'on comprend mal, ça vient d'ailleurs. Et l'ailleurs ultime, c'est l'espace. Donc je pense, moi j'imagine la tête des gens en 1922, quand ils ont découvert le thérémine. Voilà, les sons cosmiques, voilà, très étranges. Et c'est une image donc, qui est restée comme ça. En plus, il faut dire que le son même du thérémine, quand on approche l'instrument sans savoir en jouer, tout de suite, on a cette espèce de glissando aigu, un peu étrange. Voilà, c'est mystique par nature. Donc le lien avec l'espace, il est arrivé comme ça, je pense, dans la tête des gens déjà. Et après, c'est arrivé à Hollywood. Donc il y a eu donc Samuel Hoffman. Il était, je vous encourage à aller écouter ces enregistrements, c'est délicieux de nostalgie. Il était violoniste dans un orchestre de salon aux États-Unis, et il a déménagé à Los Angeles. Et je crois qu'en règlement d'une dette, enfin, il s'est retrouvé avec un thérémine à disposition, une histoire assez étonnante. Et il s'est inscrit dans le registre à Hollywood des musiciens. Bon, voilà, Samuel Hoffman, violoniste et théréministe. Et puis il a été appelé comme ça, le téléphone sonne, et puis est-ce que vous voulez
Et donc il s'est retrouvé à faire plein de films, et toujours des films où il y avait une dimension, alors soit l'angoisse, Mhm. Spellbound d'Alfred Hitchcock évidemment, Oui. l'espace, The Mhm. Day the Earth Stood Still, le jour où la Terre s'arrêta en français. Voilà, on fait atterrir une soucoupe volante et c'est le Térémine qui fait comme ça. Oui. Et ça, c'est resté. Et puis il y a aussi l'album un peu mythique, Music Out of the Moon. Complètement. Voilà. Vous pouvez nous en parler un peu de cet album? Bah oui, Music Out of the Moon, album très chouette, très rigolo. Enfin rigolo, non, pardon, mais moi je trouve ça. Enfin, c'est très agréable à écouter. En tout cas, le Térémine a vraiment cette voix légendaire. Et c'était un album que Neil Armstrong, l'astronaute, aimait particulièrement. Et sans doute, enfin, je sais pas. Voilà, il y avait sûrement un clin d'œil derrière, parce que tous les morceaux de l'album, c'est enfin Celestial Nocturne, Mist of the Moon, enfin voilà, c'est toujours lié à l'espace, à la Lune. Donc Neil Armstrong a emmené une copie sur cassette, bande magnétique, et ils l'ont joué dans le module lunaire. Voilà, ça a bercé nos chers astronautes. Donc le Térémine est allé dans l'espace véritablement grâce à Neil Armstrong. C'est plutôt rigolo. Et puis encore aujourd'hui, le Térémine est utilisé pour la musique de science-fiction. Et puis vous l'utilisez du coup pour votre prochain concert, la musique des étoiles, et vous adaptez les mouvements, des extraits des mouvements des planètes de Gustav Holst. Comment vous avez fait pour adapter cette pièce symphonique avec le Térémine? Alors, déjà, moi, je dois dire que c'est pas un choix forcément très conscient. Donc, je suis musicien, le Térémine est mon instrument de prédilection. C'est pas forcément dans mon intérêt de perpétuer ces clichés du Térémine comme l'instrument de l'espace et voilà, les aliens qui chantent et tout ça. Non, moi je milite pour voilà, regardez, c'est un instrument de musique sérieux, on peut faire plein de belles choses avec, mais c'est vrai que ça me poursuit. Et notamment la Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, je suis déjà allé donner un concert il y a 2 ans. C'était le thème, c'était la nuit, nuit céleste ou quelque chose comme ça. Bon, il y a toujours voilà, une envie de tiens, mais regardez, vous m'invitez aujourd'hui, on parle de l'espace, paf, on va chercher un téréministe. Mais bon, il y a pas de souci, mais c'est quand même un peu rigolo. Et donc la Cité de la Musique imaginait ce programme sur l'espace. Ils ont proposé de m'inviter. Et les planètes, alors moi, c'est vraiment un coup de foudre musical, en fait. Ce poème symphonique, c'est avant de penser à l'espace et du coup de trouver le prétexte de le ramener dans ce thème-là, c'est vraiment la musique qui me plaisait. Et il se trouve que j'ai rencontré donc un accordéoniste absolument formidable qui s'appelle Rémi Briffaut, qui a été diplômé récemment du Conservatoire de Paris, avec qui j'ai commencé un projet déjà en duo, et puis il joue régulièrement avec une pianiste également formidable, Fernanda González. Et donc l'idée de monter un projet ensemble de musique de chambre, térémine, accordéon, piano, et idéalement percussion d'orchestre également, on serait 4 musiciens. Elle a fait son chemin. Et donc, à la Cité de la Musique, ce qu'on va faire, c'est une première version courte. C'est des concerts, c'est des petites sessions de 30 minutes, en trio, voir un peu ce que ça donne. Et là, il y a un mariage de timbres formidable. Le piano, l'accordéon, le térémine, c'est assez incroyable tout ce qu'on peut faire. Donc, dans l'arrangement lui-même, j'espère qu'à la Cité de la Musique, ils m'écoutent pas trop, parce qu'en fait, j'ai pas terminé le travail. On ne leur dira pas. Sur les partitions, mais j'essaye de donner. Enfin, c'est dans la musique de chambre, ce qui est agréable, c'est quand tous les instruments finalement ont une voix égale, qu'on puisse aller chercher des textures. On n'a pas tout l'orchestre à notre disposition, mais finalement le piano, l'accordéon, enfin c'est des instruments suffisamment riches pour pouvoir faire plein de choses différentes. Et le térémine, pareil, dans l'idée, je me cantonnerai pas à faire des lignes mélodiques dans la tessiture d'une chanteuse soprano, comme on entend toujours le térémine dans cette voix-là. Le térémine sonne très bien dans le grave, par exemple. Dans le registre du violoncelle, on peut descendre très très bas, même dans le registre de la contrebasse.
Donc travailler là-dessus, travailler dans le mélange de timbres, le fait d'aller cacher le thérémine derrière l'accordéon, ou de le faire ressortir, ou d'être un peu plus rythmique, voire peut-être un peu même percussif par moment. Voilà, vraiment mettre le thérémine au service du discours musical. Donc c'est un peu ça qui m'anime dans ce travail de réécriture de la partition. Oui. Hervé Doll, on l'a vu, nos représentations de l'univers perpétuent en réalité une vision fantasmée et la musique n'y échappe pas et ne fait pas exception à ça. Oui. Et ben, c'est-à-dire que l'univers, c'est compliqué quand même. C'est grand, c'est compliqué, c'est mystérieux, un peu comme la nuit pour nos anciens et même pour nous. Donc, chacun et chacune projette quelque chose quand on a des informations. Alors, ça peut être une information sensorielle, une information fantasmée, comme vous l'évoquez, quelques informations scientifiques, parce que depuis l'Antiquité et même la préhistoire, nos anciens ont identifié beaucoup de récurrences dans l'univers, hein, les saisons qui reviennent, la plupart des étoiles qui reviennent, d'autres qui bougent, qu'on appelle planètes aujourd'hui. Donc voilà, notre ami musicien évoquait l'astrologie. Effectivement, l'une des premières. Alors l'astrologie n'est pas une science, mais une des premières manifestations, c'est l'astrologie, donc le lien entre les cieux et le monde terrestre. Avec des récurrences ou pas, et puis des corrélations, parce que corrélation ne veut pas dire causalité, hein, donc des corrélations avec des événements terrestres et ce qu'on a vu dans le ciel. Donc tout ça est très propice à effectivement des fantasmes, de l'imaginaire, des interprétations, et puis certains d'entre nous ont décidé d'aller un petit peu plus loin et puis de regarder ça de près. Et c'est la science moderne qui est apparue après la Renaissance, mais il y a toujours entre les scientifiques et les artistes, pour se cantonner qu'à eux, hein, cette même quête de curiosité, de créativité, quoi qu'on en dise, hein, les scientifiques sont aussi créatifs, de beaucoup de rigueur, hein, dans les deux cas, les artistes et les scientifiques sont extrêmement rigoureux et ont beaucoup de travail derrière eux, hein, de formation, d'acquisition, de tout un tas de choses. Donc, on se retrouve finalement sur ces terrains avec des approches différentes. Et puis la vision du monde, elle est multiple, hein, elle est philosophique, artistique, scientifique, sensorielle. Donc c'est bien d'avoir un tout. Et puis à un moment, il faut un peu se spécialiser. Mais effectivement, la science ne fait pas tout, mais ça aide pour avoir une vision assez complète de certains phénomènes néanmoins. Et je n'ai pas pris un thème mythique, le thème de Star Wars, mais quand on l'entend, on voit bien, on va dire, encore ce regard et cette vision fantasmée de la conquête de l'espace. Enfin, le thème est très conquérant. Grégoire Blanc, sur cet aspect. Sur la conquête de l'espace ? Oui, qu'on le ressent aussi dans la musique et que ça perpétue cette vision... Oui, sûrement. Je ne saurais pas trop quoi dire là-dessus. Mais conquérir l'espace, musicalement, on essaye toujours de conquérir quelque chose. Déjà le cœur des gens, et puis peut-être leur espace mental. Donc, oui, je ne sais pas. Eh bien, pas tout de suite. L'émission, de toute façon, touche à sa fin. Merci beaucoup, Hervé Doll. Merci à vous. Et merci Grégoire Blanc pour votre présence. Vous pouvez retrouver le livre de Hervé Doll qui est réédité en poche, Le côté obscur de l'univers. Grégoire Blanc sera en concert au Musée de la musique de la Philharmonie. Le concert s'appelle Les musiques des étoiles et ce sera le 1er février 2026. Merci à la réalisatrice de l'émission, Suzanne. Vous pouvez retrouver la playlist et cette émission sur le site de Radio Campus Paris et sur vos plateformes de streaming. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram pour continuer le voyage intergalactique musical. On se quitte sur le morceau Landing de Grégoire Blanc. C'était Sound Power. Rendez-vous le mois prochain, mardi à 21h. Très belle soirée sur Radio Campus Paris.